Bonjour et bienvenue pour ce épisode de la série À voir. On continue la rétrospective sur les Mais passe-moi le beurre avec Harry Potter 3, Harry Potter et The Prisoner of Azkaban, directed by Alfonso Cuarón, et qui est sorti le 2 juin 2004 en France. Je l'ai vu au cinéma et en version française, puis je l'ai vu aussi à la TV et en VO et en version italienne. On continue donc notre récapitulatif avec toujours le même principe. Je suis pas fan de la série, j'ai pas lu les bouquins, et ce qui m'intéresse en quelque sorte le plus, c'est le défi cinématographique de faire 8 films en 10 ans sur 7 livres. Ou 7 films, oui c'est ça, 7 films ou 8 films en 10 ans, je sais plus, sur 7 livres, je suis plus certain, ou 7 films sur 6 livres, bon peu importe. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est mon angle d'attaque grosso modo. Alors, allons tout de suite dans le vif du sujet avec Alfonso Cuarón. Alors, c'est qui ce Zozio? Bah, au moment de faire... juste avant de faire, donc... Enfin, juste avant. Avant d'avoir fait Harry Potter 3, il avait réalisé Hora Marcado, une série de TV d'horreur sur laquelle lui et notamment Guillermo del Toro ont pu faire leurs premières armes, ou tout simplement se faire de l'expérience. Pour lui, c'était les premières. Je ne sais pas si c'était les premières pour del Toro, en fait. Ensuite, il a fait Solo con tu pareja. Alors, vous m'excusez pour mon accent espagnol scandaleux, hein, que tous les hispanophones se m'excusent tout de suite. Je ne sais pas parler espagnol, je dis n'importe quoi. Donc, voilà, Solo con tu pareja, qui est son premier long métrage au Mexique. Ensuite, il a fait Fallen Angels, une série d'anthologie pour la série. Il a participé notamment à cette série, qui est une série d'anthologie de la chaîne Showtime. Il a notamment fait un épisode, mais j'ai pas retrouvé lequel. J'ai pas cherché honnêtement, hein. C'est juste que c'était une grosse série déjà, c'était un gros projet, ça prouve qu'on lui faisait déjà plus ou moins confiance, puisqu'il y avait des gros noms sur cette série, il y avait Danny Glover, Gary Oldman, Peter Berg aussi en tant qu'acteur, enfin il y avait déjà un beau casting. Réussir à l'époque, au milieu des années 90, à faire une série comme ça, en étant convoqué pour réaliser un des épisodes, ça veut dire qu'on vous faisait déjà bien confiance et que vos qualités étaient déjà respectées. Il réalise son premier long aux USA qui s'appelle Little Princess et que je n'ai pas vu. Il réalise ensuite une adaptation de Dickens de Grandes Espérances, Great Expectation, avec nul autre en casting que Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, bref, déjà du très très lourd pour son deuxième long aux États-Unis. Il réalise ensuite le film qui va le faire connaître internationalement, Y tu mamá también, avec déjà Diego Luna, et oui, bien avant que celui-ci soit connu dans Narco ou encore dans le Star Wars dont j'ai oublié le nom, Rogue One si je dis pas de bêtises, ou encore Gael García Bernal, et oui, super casting pour l'époque. Un film qui avait un budget de 2 millions et qui a fait 12 millions au box-office américain, ce qui évidemment lui a fait une belle réputation aux États-Unis, et ce qui explique que on ait pu à un moment donné connaître son nom dans le milieu de des grosses productions américaines. Il avait donc déjà une jolie carrière, mais il n'avait pas percé dans le cinéma grand public encore à l'époque. Et du coup, c'était un peu une position ambivalente, puisque Cuarón n'était pas vraiment intéressé de réaliser Harry Potter 3, parce qu'il pouvait faire des films relativement librement. C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu un retour sur sa filmographie, c'est parce qu'il était... Globalement, quand on met sa filmographie, il faisait des choses qui lui plaisaient, quoi. Il n'était pas dans une position où il avait du mal, visiblement, à faire le film suivant. Ce qui fait qu'il n'avait peut-être pas besoin d'aller faire ses preuves sur un blockbuster grand public, sachant qu'Hollywood lui faisait déjà confiance pour faire des adaptations, notamment de Dickens ou d'autres, donc des adaptations en quelque sorte ambitieuses. Du coup, on peut comprendre que Cuarón n'était pas forcément intéressé de réaliser Harry Potter 3, parce que voilà, il courait pas après des possibilités de réalisation, il les avait déjà. Et c'est Guillermo del Toro qui va le pousser en lui faisant réaliser que, de 1, il avait un petit peu pris la grosse tête et qu'il était pédant sur ses livres alors qu'il ne les avait pas lus. Il va le pousser à lire les livres et lui faire se rendre compte que c'est une très très bonne opportunité de travailler sur un blockbuster, sur un matériau de base aussi intéressant, ce que Cuarón va réaliser. Et vous trouverez facilement sur internet des interviews où Alfonso Cuarón explique que Guillermo del Toro lui a quand même bien mis les yeux en face de tronc en disant que c'était un gros con, et que s'il refusait une opportunité pareille par snobisme, c'était stupide. Ce qui fait que, il va se lancer sur les Harry Potter. Mais j'aimerais tout de suite parler de l'après Harry Potter ensuite, parce que ça va bien parler un petit peu du pédigré du gars. Donc il continue sa filmographie après Harry Potter 3, avec un segment dans le film Paris, je t'aime. Il fait ensuite Les Fils de l'Homme, qui est purement et simplement un chef-d'œuvre absolu, sur lequel je ferai probablement un après le film un jour. Vous inquiétez pas.
Il fait ensuite The Possibility of Hope, un documentaire bonus qui est sur les DVD des Fils de l'Homme, et qui parle, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai pas pris dans mes notes, je pensais que je l'avais noté, mais non, sur les possibilités de proposer des lendemains meilleurs en termes d'écologie, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, quoi. Donc un documentaire pour le coup, non pas précurseur, mais qui est un peu dans la vague de ce qu'avait pu faire notamment Al Gore à l'époque avec Une vérité qui dérange. Il y a déjà 15 ans sur les questions de l'écologie. Voilà. Et paraît-il un bon documentaire, mais je ne l'ai pas vu. Il a ensuite fait Gravity, qui lui a demandé 6 ans de travail, à lui tout seul, et 3 ans de pré-production, hein, puisque c'était un projet de fou, qui est un film sensoriel assez exceptionnel, sur lequel je ferai probablement un après-le-film. Oui, il y aura un après-le-film sur 2 films d'Alfonso Cuarón, sur Les Fils de l'Homme, et sur Gravity, à un moment ou un autre. C'est acquis, ça. Il a fait ensuite, il a créé une série télé qui s'appelait Believe, mais qui n'a connu qu'une saison, que je n'ai pas vue, mais que je serais curieux de voir pour le coup. Et ensuite, il vient de sortir le film Roma, film qui a fait scandale car il a été programmé sur Netflix. Pour la petite parenthèse, il y a tout, si vous ne connaissez pas le milieu, il y a eu tout un, je pense que vous avez peut-être vu passer des infos, un buzz sur le fait que Netflix produise des films de cinéma, puisque Netflix est une chaîne de streaming techniquement sur Internet, n'a pas de canaux. Et donc il y a eu un rejet des distributeurs de cinéma, notamment sur le fait de produire du cinéma hors des cadres de production du cinéma classique, si se comprend tout à fait en termes d'argent. Alors entre les distributeurs et Netflix, on a une sorte de débat soi-disant moral sur où et comment devrait être produit le cinéma. La réalité, elle est complètement financière. C'est juste que voilà, les distributeurs, s'ils laissent les films se faire comme ça sur des réseaux de streaming, ils risquent de perdre la mainmise qui leur permet de brasser énormément d'argent, UGC en France, et les gros studios aux États-Unis avec les complexes de Paramount et ce genre de choses. Bref, c'est vraiment que des histoires de gros sous. Je ne crois pas du tout au débat moral sur cette question, je vous le dis franchement, hein, puisque soi-disant c'est un débat entre si on sort les films comme ça pour des chaînes de streaming, on détruit le cinéma, blablabla. Moi je ne crois pas du tout, je trouve ça complètement ubuesque. Mais je reviendrai peut-être là-dessus à l'occasion sur ce débat, parce que je le prends un peu de haut, j'ai pas vraiment fait de recherche. Quoi qu'il en soit, le film a fait scandale et donc est très difficilement distribué, mais paraît-il que ce serait aussi un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas vu, je ne dirai rien de plus. Mais rien que déjà avec Gravity et Paris je t'aime, le mec il a tapé très fort. Franchement, Paris je t'aime, qu'est-ce que je raconte. Les Fils de l'Homme, le mec il a tapé très fort. Donc c'est pour dire, il s'est pas calmé après Harry Potter 3, mais je dirais même que la qualité de son cinéma n'a fait qu'augmenter. Tout ça pour vous donner un petit peu le pédigré du type qui a bossé sur Harry Potter 3 à l'époque. Donc c'était vraiment un choix costaud, hein. Chris Columbus était un choix de production intelligent, parce que c'est un type qui avait fait des succès, hein. En 2000, c'était vraiment un réalisateur, ça valait le coup d'aller le chercher, parce que le public aimait son cinéma, et lui avait permis de faire des très gros succès, notamment avec Home Alone, Maman j'ai raté l'avion, entre autres. Mais là, choisir Cuarón en 2002, je crois qu'au moment où il arrive sur le projet, c'est 2002, si je dis pas de bêtises, fin 2002, c'était un choix très fort, parce que le mec avait vraiment un cinéma singulier, J.K. Rowling avait pas mal soutenu pour que ce soit lui qui le fasse, et il cherchait vraiment à obtenir du cinéma dans les Harry Potter, ce qui était pour le coup absolument louable. C'était déjà le cas avec Chris Columbus, mais il y avait ce truc derrière qui était quand même très fort, qui disait que Chris Columbus, en termes de blockbuster, le mec, il cartonnait. Il savait faire en sorte que les gens retournent voir le film, et que le film cartonne. Il avait senti le public pendant un moment où le public simplement adhérait à son cinéma. Donc ça a ajouté au fait que c'est un bon cinéaste, Chris Columbus, hein. Un académicien certes, dans le sens le plus strict du terme, mais un bon cinéaste, vraiment. Être académicien, c'est pas un défaut, c'est juste que parfois ça affroidit un petit peu les choses, c'est ça que je veux dire, ça refroidit un petit peu les choses et les films, ça les rend un petit peu trop évidents, et ça les fait vieillir beaucoup plus vite aussi, puisque chaque académie se succède, et maintenant l'académisme au cinéma au milieu des années 90 n'est plus celui des années 2015. Ce qui date beaucoup les films. Mais du coup, ça garantissait, quand ils ont choisi Chris Columbus, une certaine retour du public. Là, il y avait quand même un petit saut dans le vide. Les gens avaient adhéré à Ituma Matambien, mais c'était pas quand même la même ampleur de production ni de moyens qu'un film Harry Potter. Sans compter la hype et les fans derrière le bouquin. Donc voilà. Choisir Alfonso Cuarón, c'était plutôt un choix culotté. Et moi, perso, j'aime bien le style d'Alfonso Cuarón. Le style d'Alfonso Cuarón, que je pourrais le décrire un peu comme ça. C'est une écriture forte en thème, mais qui est simple et vraisemblable en narration. Il y a peu de symboles, ou alors c'est très très direct.
C'est des films très immersifs car il y a un souci constant de raconter par l'image et par la sensation. C'est Gravity, c'est-à-dire que ce sont des films qui passent par l'émotion et l'image. Les Fils de l'Homme, pareil. C'est des situations très radicales. Gravity, vous êtes piégé dans l'espace, vous voulez retourner sur Terre. Les Fils de l'Homme, il s'agit de faire sortir une personne, de faire franchir les frontières du pays à cette personne. Donc, vous voyez, il y a une ligne droite dans ces films qui est souvent très lisible, très directe, et qui fait qu'il peut se concentrer beaucoup sur la mise en scène et sur la vraisemblance des amorces de cette histoire. Après, il y a des complications, évidemment, et le travail sur les complications est très intéressant, mais de base, c'est des films qu'on peut résumer vraiment à c'est une femme perdue dans l'espace qui veut revenir sur Terre, c'est un homme qui doit aider une femme à traverser la frontière dans un pays fasciste. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, très direct. On voit tout de suite qu'il y a dans les deux cas, dans un, il y a un retour à la maison, dans l'autre, il y a une fuite en avant vers la frontière, vers l'extérieur, vers l'étranger. Donc c'est souvent simple, mais du coup ça permet beaucoup d'émotions parce que ça lui permet de jouer beaucoup sur la mise en scène et d'être très intense. Je pourrais rajouter aussi que c'est non, sur cette première partie, sur le fait que c'est très émotionnel et très direct, une de ses figures de style par exemple, c'est le plan séquence. Il aime beaucoup faire des plans longs, mais pas pour faire des plans longs, comme ça peut être le cas pour plein de réalisateurs, ce que je peux comprendre, hein, on aime ça, on le fait comme ça, c'est pas un souci. Mais je trouve que chez Alfonso Cuarón, il y a un bon rythme, une bonne mesure plutôt, puisqu'il a tendance à savoir à quel moment le plan séquence doit rester pour créer une tension, une sorte comme si ça nous empêchait de respirer, puisque comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, plus le plan dure, moins il y a de coupe, hein, tout simplement, ou pas du tout de coupe, plus on commence à rentrer dans une sorte de vraisemblance de la situation, et pour peu que la situation soit tendue, et qu'elle soit en mouvement, on est de plus en plus, entre guillemets, mis en tension. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu qui commence à se mettre en place. Là où la coupe est rassurante, et elle permet d'aller vite, elle fait du bien à l'œil parce qu'elle soigne la pulsion scopique, c'est-à-dire notre besoin de voir les images se renouveler, ce qui font que le cinéma est très très efficace et souvent très agréable physiologiquement. L'absence de coupe permet une sorte de mise en tension qui est due au fait que, justement, on est coincé, on doit regarder que ce qu'on a à l'image, et plus on regarde, plus on sait ce qu'il y a à l'image, moins on sait ce qu'il y a hors champ, et plus ça devient inquiétant. C'est un effet que je trouve très très intéressant, et Cuarón le maîtrise très très bien. Je ne vais pas décrire et spoiler des choses dont je parlerai probablement dans d'autres. Gravity est une sorte d'archétype de ça, puisque c'est techniquement un plan séquence. Je caricature à peine. Je crois le film est monté de telle manière qu'il n'y a pas de couple visible, si je dis pas de bêtises. Je suis plus certain qu'il y ait vraiment de couple dans Gravity. Je crois que non. C'est aussi pour ça que la pré-production a pris 3 ans. Ça a été un défi technique de dingue. Faire un plan séquence dans l'espace, voilà, un truc. Là, je vous dis tout de suite, c'est un défi technique qui est absurde. Et il y a 2-3 plans séquences absolument marquants qu'on remarque tout de suite dans Les Fils de l'Homme, notamment un où les personnages rentrent dans une voiture, et à toute une poursuite, on reste dans la voiture sur le personnage principal, et tout reste en plan séquence. C'est incroyable, c'est une séquence de dingue. Mais je veux pas spoiler, voilà, c'est un peu ça son style, on va dire, les enjeux sont clairs et simples, mais par contre la mise en scène fait en sorte d'intensifier un maximum, de donner un maximum d'intensité à ces enjeux. Les autres choses qui marquent son style, ces films sont souvent des boucles. Ça raconte une histoire de A à Z et sans détour. C'est souvent des films road movie en fait, en quelque sorte. Ça raconte une histoire sur une intrigue principale essentiellement. Il y a rarement des intrigues secondaires très très complexes ou très denses. Elles sont là, il en faut, et c'est très bien pour que l'histoire ait de la chair, mais on sent clairement que c'est l'intrigue principale qui compte le plus. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont taxé un petit peu de simplisme, notamment sur Gravity, en disant que le film était bête. Ce à quoi j'adhère pas du tout. On n'est vraiment pas dans un film où les émotions sont simples. Oui, les intrigues sont simples, ça ne veut pas dire que le film est simple, parce que dans le cas de Gravity notamment, les émotions sont complexes. J'y reviendrai à l'occasion quand je parlerai de Gravity, mais c'était juste pour la petite parenthèse. Un autre effet de style qu'il aime bien, c'est de créer des séquences. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il fait une séquence, il se demande quel est l'intérêt de regarder pour le spectateur, et surtout visuellement. On sent vraiment qu'il se dit que chaque moment est et doit être unique. Il fait pas une séquence pour faire une séquence. Vous savez, ça arrive, hein, on tourne, on a besoin d'une liaison pour aller d'une séquence à une autre, ou d'un moment à un autre, boum, on met un dialogue. Rapido, les personnages sortent des toilettes et ils disent tatatak, et voilà, on a eu l'information qu'il fallait, on avance. Ce qui est
techniquement compréhensible, mais ce qui en termes de cinéma est souvent la mort quelque part d'une idée élevée du cinéma. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur de faire un film où les choses restent intenses et vont de soi. C'est beaucoup plus facile de mettre des informations les unes derrière les autres, en mettant du mouvement ou en trouvant des feintes pour que ça garde du rythme. Pour garder du rythme, les feintes, ça peut être de faire un montage très rapide, faire parler les personnages les uns derrière les autres. Vous savez, ces dialogues qu'on n'a jamais dans la vraie vie, mais qui dans les films sont évidents. Genre, il y a un personnage qui commence une idée, puis le personnage B répond, on lui dit un truc, le personnage C rajoute un truc, le personnage D rajoute un truc, et on retourne au personnage A qui dit « mais oui, donc on va faire ça », et on passe à la séquence suivante. Voilà, ça c'est du dialogue du cinéma pur, ça arrive dans la vie extrêmement rarement. Et c'est très très efficace au cinéma parce que ça donne du rythme et ça trompe le fait qu'on a donné de l'information en transformant ça en enjeu de cinéma avec la question du rythme, des paroles et tout ça, puisque ça demande évidemment une science du rythme dans le dialogue et du coup dans le montage. Hein. C'est pas facile à faire du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est quelque part plus simple que de chercher à singulariser chaque moment du film. Pas parce qu'on veut faire le malin, on dit « oh, chez moi c'est singulier », même s'il y a un côté évidemment, un côté égo surdimensionné chez un cinéaste qui essaie de faire ça, qui est tout à fait compréhensible. Hein. Là, je parle plutôt de ma gueule, hein, puisque je suis pas cinéaste, mais j'essaie de faire des films, et j'ai tendance à penser mes films comme ça. Il y a un côté, donc, ego trip, hein. On fait chier tout le monde quand on commence à vouloir faire des plans singuliers tout le temps. Mais quand on a la justesse, et le talent, et le travail, et l'expérience d'un mec comme Cuarón, on réalise que c'est important que chaque moment soit réellement unique, parce que ça alimente petit à petit l'arrivée des gros moments du film. C'est une manière de mettre haut la tension et de pouvoir encore monter plus haut avec les séquences, on va dire, tournantes du film, les points culminants du film, puisqu'il y en aura plusieurs, pour évidemment créer des effets d'ascenseur émotionnel et donc de déguiser les émotions. Ce que Cuarón essaye de faire. C'est pour ça que chaque moment du film, on sent vraiment qu'il est en train de se demander comment il peut faire pour que ce moment soit unique. Ça lui arrive aussi, d'ailleurs dans ce Harry Potter 3 ça arrive, de faire des séquences de liaison. Mais en l'occurrence, on sent vraiment ce désir, même dans ce Harry Potter, de ne pas laisser les choses être, entre guillemets, évidentes. Ça arrive beaucoup, parce que c'est une adaptation très complexe, les Harry Potter, je reviendrai sur le sujet après, mais on sent encore ça dans son film, et ça s'est confirmé dans les films suivants, c'est pour ça que je vous ai parlé notamment des films qu'il a fait ensuite, c'était pour pouvoir aborder son style un peu plus clairement. J'aurais peut-être eu du mal en me focalisant sur Harry Potter 3, ou ce qu'il avait fait avant. Il y a aussi comme autre marque de style une photographie contrastée, souvent baroque. Durandal en parle très bien dans sa vidéo sur les Harry Potter, encore une fois elle est dans les liens de ma vidéo, n'hésitez pas à regarder, son travail est passionnant sur les Harry Potter. Je le dirai dans chaque vidéo probablement. Et il explique notamment comment ils ont fait les noirs dans ce Harry Potter là, en faisant en sorte que ce soit des noirs très profonds, très entre guillemets plats, et comment il a fait pour que ce soit le plus profond possible pour faire du contraste. Et en fait c'est son style, c'est un réalisateur qui est vraiment baroque. Je fais référence au mouvement de peinture où on est beaucoup sur des contrastes de lumière très forts, des couleurs très 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 marquées. Et en l'occurrence, c'est vraiment le style de Alfonso Cuarón. Je parlerai même de néo-expressionnisme dans son style. L'expressionnisme, c'était notamment au cinéma, un style de cinéma dans les années 30, et même un peu avant, si je dis pas de bêtises. Vous avez notamment des films comme Nosferatu de Murnau, qui sont de très bons exemples de ça, ou encore M le Maudit, qui est juste génial, si vous l'avez jamais vu, matez ça, c'est incroyable. Où on joue beaucoup sur les contrastes de noir et blanc, sur les effets, entre guillemets, de perspectives très fortes, les zooms très forts. Grosso modo, on exagère le visuel, pour résumer très rapidement ce qu'est l'expressionnisme, notamment l'expressionnisme allemand au cinéma. Et donc c'est resté un petit peu comme un style qui a tellement marqué l'histoire du cinéma qu'encore aujourd'hui il y a des réalisateurs qui se revendiquent de ça. Tim Burton évidemment, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais il y a des réalisateurs coréens comme Bong Joon-ho qui me font vraiment penser à ça. On peut vraiment parler de baroque avec vraiment une grande importance donnée aux couleurs, au contraste, à la densité des couleurs. Et dans ce Harry Potter 3, on va vraiment l'expressionnisme, parce que c'est vraiment de l'expressionnisme plus que du baroque encore, parce qu'on est vraiment sur des noirs et blancs très forts comme ça. Voilà, ça passe souvent par une exagération des couleurs, et toute la palette colorée de ce Harry Potter détonne vraiment par rapport aux deux premiers, où on commence vraiment à passer dans le style que va complètement entériner David Yates à partir du moment où on va arriver sur Harry Potter 5, avec notamment ces bleus très marqués. Les couleurs vont commencer à devenir de plus en plus mornes, il y aura de moins en moins de couleurs à l'image. Process qui est plutôt intéressant sur toute la série des Harry Potter et qui fonctionne plutôt bien, mais j'y reviendrai dans ma grande conclusion quand on aura fait tous les Harry Potter. Je sais pas encore si je vais faire un épisode par film, mais là en l'occurrence,
pour le prisonnier d'Azkaban et pour la coupe de feu, ça va être aussi un épisode a priori. Alors, avant que je fasse le pitch, voilà, c'était un petit peu pour remarquer un petit peu le style, vous voyez un petit peu de quoi je parle en parlant de Alfonso Cuarón, et notamment de ce qu'il a pu apporter sur les Harry Potter. Mais avant de faire le pitch, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu compliqué. Je reviens un petit peu en arrière, au moment où Chris Columbus quitte le projet. Alors, parce que c'est compliqué, je vais m'expliquer. Quand Chris Columbus part, il évoque le fait qu'il verra plus ses enfants parce que les productions des Harry Potter sont énormes, et il incite du coup à trouver un autre réalisateur, et c'est lui notamment qui fait partie de ceux qui dit Alfonso Cuarón, ça le ferait bien, avec J.K. Rowling et d'autres producteurs, notamment David Heyman aussi, qui voulait bosser avec Cuarón depuis longtemps. Donc on comprend, hein, c'est absolument vrai que s'il avait fait les 7 Harry Potter, il n'aurait plus vu ses enfants, et c'est tout à fait vrai, et il avait des enfants en bas âge, et il voulait les voir, ce qui est tout à fait réaliste. Alors, j'insiste, je sais que ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais sur la production de très très gros films comme ça, le réalisateur est sous une pression dingue. Souvent, il est forcé d'aller vivre là où le film se passe. On ne fait pas déménager sa famille forcément tous les ans. C'est un coût, c'est très difficile pour eux. Donc du coup, un réalisateur américain, ils ont tourné une grosse partie en Angleterre, puisque J.K. Rowling le voulait aussi. Donc voilà, ça voulait dire tous les week-ends faire Angleterre-États-Unis, vous vous rendez bien compte, quoi, que ça allait être très délicat, et il allait réellement perdre contact avec ses enfants. Du coup, il les a souvent invités sur le tournage, notamment de Harry Potter 2. Il y a ses enfants, je crois qu'il y a tous ses enfants dans Harry Potter 2, dans des rôles secondaires, des rôles de figurants et tout. Donc il avait vraiment peur de perdre contact avec ses enfants, et je pense que c'est vrai, c'est plutôt intelligent. En plus, pour le choix de Cuarón, Rowling aimait beaucoup Y tu mamá también et Little Princess, donc le choix de Cuarón c'était plutôt cool, et ils étaient plutôt d'accord. Le fait est que moi, donc c'était ça la raison pour laquelle ils avaient pris Cuarón. Chris Columbus voulait avoir ses enfants, et Rowling aimait beaucoup Cuarón. Donc ça a facilité les choses. Mais j'avais lu une histoire très différente, dont je retrouve plus les sources. Je crois que c'était dans les Mad Movies, que je lisais à l'époque, d'un très bon ami. Je salue bien mon pote Dom Didom. C'est lui qui m'a fait découvrir Mad Movies notamment, et je ne saurais jamais assez le remercier. Et grosso modo, l'histoire, c'était que Columbus était épuisé. Il voulais partir pour voir ses enfants, c'est vrai, mais il était aussi épuisé par l'attitude de Rowling, qui était vraiment difficile par moments, et sur beaucoup de choix, elle avait été dure. Je fais juste une anecdote pour que vous voyez un petit peu le délire. Au départ, Harry Potter dans les livres a les yeux verts, et J.K. Rowling voulait absolument que l'acteur qui joue Harry Potter ait les yeux verts. Donc ils ont forcé, entre guillemets, elle a forcé la main à Chris Columbus jusqu'à ce qu'il fasse porter des lentilles de contact vertes à Daniel Radcliffe. Et il se trouve que Daniel Radcliffe a fait une sorte d'allergie, je sais pas exactement, mais il avait les yeux très irrités. Du coup, au bout de 2 semaines à tenter des tournages comme ça, à se rendre compte que ça marchait pas, elle a admis qu'elle pouvait pas torturer l'acteur, et ils ont enlevé les lentilles. Mais ils ont perdu du temps. Et tout ça pour dire, c'est un exemple parmi d'autres que, même si elle avait conscience qu'elle n'était pas cinéaste, elle voulait quand même garder une main très forte sur les films. Beaucoup plus qu'on ne le dit maintenant, je pense. Et parce que si elle avait voulu que ce soit adapté, quelque part, elle aurait pris beaucoup plus de recul. Elle serait restée aux réunions d'écriture, ce qui est, entre guillemets, pas facile, hein, on est d'accord. Hein. Après, je peux pas juger d'ici si elle a une bonne ou une mauvaise influence sur la série des Harry Potter. Mais en l'occurrence, j'avais lu que ça avait mis beaucoup de pression à Columbus, et que Columbus, du coup, était parti un peu à cause de ça aussi, parce qu'il se voyait pas faire 6 films à l'époque dans ces conditions-là. En plus, j'avais lu aussi que Cuarón était parti après le 3e film, parce qu'il était parti au départ pour faire le 3e et le 4e, parce qu'il avait même commencé une part de la pré-production du 4e, mais que, à force d'être en opposition avec Rowling très souvent, notamment sur l'adaptation de l'univers, puisqu'il proposait beaucoup de choses très différentes, lui il avait carrément rajouté des magies, rajouté des créatures, ce à quoi Rowling s'est opposé très 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 fortement. Ce qui est compréhensible, hein, puisqu'elle devait écrire encore les livres suivants. Je crois qu'elle était en train d'écrire l'avant-dernier, ou l'avant-dernier, quand Le Prince de Sang Mêlé, je pense, elle était en train d'écrire, quand Cuarón a commencé la pré-production de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc on peut comprendre qu'elle a eu envie de protéger son matériel. Et donc il est parti un peu en mode... je peux pas travailler avec autant de pression de l'auteur du livre avant. En tout cas, c'est ce que j'avais lu. Mais malheureusement, je trouve plus les sources. Je ne trouve plus les sources. Je cherche sur Internet, je trouve plus ce truc. Donc, je suis obligé de me baser sur la version officielle parce que je peux pas prouver ce que je suis en train de vous raconter. Grosso modo, tout le monde, il est beau. Hein, c'est-à-dire que
Cuarón est venu sur la série, sur le 3e, il voulait juste pas faire le 4e, donc il a dit bien assez tôt, et tout s'était très 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 bien passé, il avait vachement envie de faire un nouvel Harry Potter ensuite, mais il avait plus le temps, puis David Yates faisait du beau travail, en parallèle, Rowling a dit plusieurs années plus tard que Harry Potter 3 était son volet préféré, alors que moi j'avais lu au contraire avant que c'était le volet qu'elle aimait le moins, enfin vous voyez, mais encore une fois je retrouve pas les sources. Alors, je vais faire ma petite théorie du complot, mais mon avis c'est que Hollywood a réécrit un petit peu l'histoire. Parce que tout simplement la saga d'Harry Potter, c'est encore une saga à succès au cinéma, encore aujourd'hui, avec les animaux fantastiques qui cartonnent bien. Alors le deuxième un peu moins, notamment parce qu'il s'est pas remboursé sur le sol américain, ce qui est un vrai problème, hein. Je vais pas vous rappeler le truc, hein, les blockbusters américains doivent se rembourser sur le sol américain. Ça, c'est la base. Après, ils font du bénéfice à l'étranger, ok. Mais s'ils se remboursent pas aux États-Unis, ça craint. Ça craint souvent pour la suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et j'ai l'impression que pour l'instant, malheureusement, le Fantastic Beasts 2 ne s'est pas remboursé sur le sol américain. Mais en tout cas, pour l'instant, la saga d'Harry Potter reste un succès de cinéma, donc il n'y a pas moyen d'égratigner en quelque sorte J.K. Rowling, qui est carrément le scénariste sur la suite, et qui a priori est déjà en train de bosser sur la pré-production de la suite des Harry Potter, notamment sur l'histoire de son fils, qui s'appelle Harry Potter and the Cursed Child, qui serait donc l'histoire des enfants qu'on voit à la fin, à toute fin des Harry Potter. Oui, je spoil, j'avais prévenu, je vais spoiler à mort encore une fois, hein, attention, hein, il y a marqué spoiler sur l'écran, n'oubliez pas ça, je vais spoiler de tous les côtés. Voilà, en fait, pour éviter les cratiniers, on fait une histoire plus simple. Columbus et Cuarón sont partis parce que, voilà, non pas parce que Rowling était difficile, parce que ça c'est moins sexy, ça foutrait le bordel, mais parce qu'ils avaient de bonnes raisons. Cuarón il voulait faire autre chose, Columbus il était fatigué, il voulait s'occuper de ses enfants. Enfin voilà, donc j'ai l'impression vraiment qu'on protège un petit peu l'image de Rowling parce qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire, ce qui est tout à fait compréhensible, et les réseaux sociaux font très mal très vite quand il y a ce genre d'histoires qui sortent. Et j'ai cette impression parce que je trouve que le fait que David Yates ait fait les 4 derniers films et le style qu'il a adopté pour faire ces 4 derniers films, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans des films qui sont pour moi des épisodes de séries télé, mais je reviendrai là-dessus, je vais expliquer pourquoi. Me confirme l'idée que David Yates a été vraiment le réalisateur que Rowling voulait depuis le départ, un réalisateur qui quelque part allait faire un travail singulier, mais qui sur l'écriture et le découpage de l'histoire allait être complètement quelque part au service des livres. J'y reviendrai à l'occasion. Une autre preuve de ça, c'est que Cuarón était intéressé pour faire notamment les Fantastic Beasts ou une suite d'Harry Potter, mais il est de nouveau parti. Il est rentré en contact, ils en ont pas mal parlé notamment quand il était en train de réaliser Roma. C'était quasiment fait, et finalement, il l'a pas fait. Et le fait, pour moi, que Rowling soit au scénario, me fait penser que c'était un problème, de nouveau. Je le pense vraiment, c'est mon impression. Vous pouvez me dire si vous avez des sources qui contredisent ça, je serais très intéressé. N'hésitez pas à me les envoyer, à les mettre en commentaire. Mais a priori, j'ai cette impression-là. Je voulais le dire avant de continuer la rétrospective sur les Harry Potter, parce que ça m'a vraiment déçu de ne pas retrouver ces sources. Je pensais vraiment vous les retrouver pour les partager et vous expliquer un peu plus en profondeur ce que je pensais là-dessus. Mais visiblement, je les retrouve pas, donc on va être pas mal dans l'hypothèse, mais je la rappellerai de toute façon dans les épisodes suivants. Vous m'excusez hein, pour le ton de ma voix, je suis un petit peu malade, comme souvent. J'espère que ça dérangera pas trop à l'écoute. Oui, je voulais aussi faire un erratum sur la vidéo de Harry Potter 1, je crois que j'ai dit des bêtises. Je disais que le Harry Potter 2 avait coûté plus cher que Harry Potter 1, qu'ils avaient mis plus d'argent dessus parce que ça avait cartonné, mais en fait non, Harry Potter 2 a coûté moins cher parce que les décors étaient déjà là. Donc en fait techniquement il a coûté... Ils ont fait 2 films bourrins, je caricature un peu, hein, parce qu'il y a quand même eu des super décors qui ont été rajoutés pour le deuxième, notamment la cave du basilisque, mais le pire c'est que non, c'est pas la cave du basilic qui était l'endroit, la chambre des secrets, c'était pas l'endroit le plus cher de la série, c'est le bureau de Dumbledore qui a été construit pour l'épisode 2, qui a été le décor le plus cher de la série des films Harry Potter d'ailleurs, en entier. Donc voilà, il y a eu pas mal de thunes mis dessus, mais les décors grosso modo étaient les mêmes que dans le premier, donc c'est un film qui a techniquement coûté moins cher à être produit, sans compter qu'au départ ils avaient fait un salaire assez ridicule à Daniel Radcliffe pour faire Harry Potter 2, et c'est les syndicats des acteurs de cinéma qui ont dû qui ont dénoncé ça et qui ont négocié pour que ils touchent bien, c'est 2 millions de dollars si je dis pas de bêtises, ou 2 ou 3 millions de dollars au final. Ce qui est quand même un minimum pour l'acteur principal, c'est quand même fort, hein. Les boîtes de production elles se font quand même pas chier aux États-Unis. Warner Bros. Ils ont aucune pitié même avec les gosses. Bon, je ferme la parenthèse.
Voilà, on peut y aller, on peut commencer à avancer un peu plus, mais j'avais besoin de faire ce préambule pour qu'on sache un peu où on met les pieds. Donc le pitch de Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Enfin rebellé contre sa famille adoptive, Harry fugue vers Poudlard et découvre en chemin l'évasion de la prison d'Azkaban du terrible tueur Sirius Black. Ce dernier n'aurait rien d'autre pour objectif que de tuer Harry. Harry, Ron et Hermione découvrent ainsi un Poudlard assiégé par les gardiens d'Azkaban, les détraqueurs, qui ont pour but d'attraper Black. Ces monstres volants et glacés semblent dans le même temps tout particulièrement s'intéresser aussi à Harry. Donc voilà, dès l'introduction du film, dès la première séquence, c'est Harry qui est en train de travailler le sortilège Lumos, donc qui fait de la lumière, sous les draps de son lit. C'est simple. Et à chaque fois qu'il fait un peu de lumière trop fort, son oncle monte, ouvre la porte, regarde si tout va bien. Harry, en ce moment, il fait semblant de dormir. Son oncle repart, et Harry recommence, jusqu'à faire une lumière tellement forte qu'on a le titre du film et on quitte sa chambre comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dès l'introduction du film, les thèmes principaux sont posés. La lumière contre l'obscurité, l'adolescence contre les adultes, le caché contre le révélé, le tabou contre l'officiel, la vérité contre le mensonge. Juste avec Harry qui s'entraîne à faire l'humus maxima, avec son oncle qui vient et qui repart. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le premier film où Harry s'entraîne vraiment à la magie. Hein. On le voit faire, et ça, c'est pour moi une différence fondamentale avec les deux premiers films. On avait essentiellement de l'entraînement dans les hiatus, on voyait des introductions de cours, mais on voyait très peu finalement d'évolution. D'ailleurs, le cours du ballet était très drôle, puisqu'en fait, Harry, tout de suite, il est très doué. Mais alors très très doué, hein, genre il met 20 secondes à s'adapter. C'était dans la coupe des séquences chez Columbus. Cuarón, au contraire, il inscrit ça dans le film, dans l'acte. Il inscrit le film dans l'acte même, dans le faire, pas dans le résultat. Et c'est bien vu parce que le début de l'adolescence, c'est quelque part plus dans l'action irréfléchie. Dans l'action irréfléchie, mais énergique, frénétique. C'est une forme de tentative nombreuse. On réessaye, on réessaye, on réessaye. On a une forme d'enthousiasme face à l'essai qui existe vraiment pile au tout début de la petite adolescente, là, quand on arrive sur les coups de 10-11 ans et qu'on va commencer à être un adolescent. Et ça, c'est vraiment un détail qui prouve bien que Cuarón a compris l'émotion par laquelle il allait pouvoir transmettre l'âge et le moment où se trouvent Harry, Ron et Hermione et les enfants de leur équipe dans Harry Potter 3. Et c'est vraiment quelque chose déjà de très bon. Rien qu'avec une séquence très courte, on évoque en termes d'émotion tout le film, le côté espiègle que va avoir Harry, puisque c'est son âge, c'est le début de cette adolescence-là, de la petite adolescence, où on fait chier les parents et tout ça. Il y a ce côté caché-montré qui est un peu excitant, et qui est en même temps un peu dangereux, qui est montré dès le début, puisque son oncle, encore une fois, s'est montré très dangereux dans les films précédents, et là, dans celui-là, il l'enferme carrément chez lui, donc ils se prennent carrément la tête, quoi. Ça devient carrément violent. Donc, non, il l'enferme pas chez lui, c'est dans le 2 ça, mais je veux dire, ils se prennent la tête, ça devient carrément violent. Harry devient agressif comme un ado qui balance un truc sur ses parents, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, on franchit un cap comment dire, de violence. Et tous les thèmes du film, ou le thème principal du film, vraiment qui est résumé visuellement en cette opposition entre la lumière et l'obscurité, est déjà très présente. Et c'est une des grandes qualités, je trouve, de ce film, d'être déjà très précis dès ses premières images. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, Cuarón voyait même une métaphore de la masturbation dans l'intro, grosso modo, d'après ce qu'il a dit. Mais moi, perso, je pense qu'il faisait un peu de la provoque. Parce que je suis pas convaincu, le film est clairement sur les débuts de la petite adolescence, et le sexe est très absent du reste du film. Il y a quelques évocations, mais c'est très très lointain. Perso, je pense pas. Je pense pas que c'était... Je pense que plutôt il a dit ça parce qu'il s'est rendu compte après que c'était un petit peu limite de voir Harry... jouer avec sa baguette, hein, pour le jeu de mots, dans son lit, et puis se cacher quand son oncle venait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis à la fin, il fait une très grosse lumière. Hein. Vous voyez les métaphores à la con. Donc, mais j'y crois pas. Je trouve qu'au contraire, ce qui est souligné, c'est plutôt une forme d'espièglerie que Harry gagne d'un seul coup dans ce film-là, vis-à-vis des adultes, et qui porte beaucoup des séquences du film. Je trouve notamment l'énergie globale du film est dans cette espièglerie-là, mais j'y reviendrai. Et donc, dès le début du film, on est dans une adaptation
mais on n'est pas une adaptation qui reste une adaptation. On est devant un film de cinéma, pas un épisode. D'abord et avant tout, c'est un objet cinématographique seul, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, pour la petite parenthèse, peut-être que j'ai une vision passéiste du médium. Il y a des énormes succès de films actuellement qui sont des suites multiples. Films que moi j'apprécie d'ailleurs aussi, que ce soit la série des Avengers, les Missions Impossibles, etc., etc. Il y a beaucoup de films qui sont devenus des épisodes. Je critique beaucoup ça. Si vous voulez entendre mes critiques un petit peu sur la gestion des suites, notamment dans ma critique sur Infinity War ou sur Mission Impossible Fallout, vous allez voir un petit peu mon point de vue là-dessus. Pourquoi je trouve que par moments ça marche et par moments ça marche pas du tout. En plus, on est dans une époque où on est passé au streaming, YouTube, à la VOD, les vidéos, on peut les regarder sur les tablettes, sur le téléphone, sur l'ordinateur évidemment, mais je veux dire, c'est devenu très 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 libre. La consommation de l'image est beaucoup plus fréquente, plus rapide. Et peut-être que l'avenir du cinéma est dans un principe de film-épisode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait pensable. D'ailleurs, je verrais tout à fait l'idée d'une forme de série TV de cinéma. Je comprendrais tout à fait que ça se développe comme ça. Pour la petite parenthèse, dans la parenthèse, Game of Thrones pourrait tout à fait se regarder au cinéma, tellement la mise en scène est une mise en scène de cinéma. Il faudrait me trouver des épisodes de Game of Thrones où il n'y a pas une séquence qui a vraiment de l'ampleur en termes de mise en scène. Je pense que c'est possible d'en trouver, parce qu'il y a des épisodes moins bons que d'autres, mais... Perso, non, je trouve que dans le rythme, dans l'écriture, dans les audaces de scénaristique, dans les audaces de point de vue et de mise en scène, c'est quand même, c'est du cinoche, vraiment, ce que fait Game of Thrones. C'est un bon exemple de paradoxe. On a une série qu'on est supposé regarder à la télé, mais qui se regarderait très bien au cinéma. Donc voilà, j'ai peut-être une vision passéiste du cinéma en pensant que le film doit être une boule qui se fermer sur lui-même et n'avoir besoin ni d'un film avant ni d'un film après pour être compris. Peut-être que j'ai tort. En tout cas, c'est ce que Quaron fait, et c'est ce qui fait que un film comme Harry Potter est regardable seul. On n'a vraiment pas besoin d'avoir vu les films précédents pour apprécier et comprendre ce film d'Harry Potter. Ce qui est globalement pas le cas, à part dans Harry Potter 1. Tous les autres Harry Potter, il faut avoir vu les films avant, il faut avoir vu les films après. Peut-être un peu moins d'ailleurs, tiens, c'est intéressant, sur la coupe de feu. J'y reviendrai, parce que je l'ai déjà regardé, j'ai déjà rédigé ma critique, mais maintenant que j'y pense, peut-être effectivement que c'est possible de regarder la coupe de feu sans avoir besoin de voir les films avant ou après. Mais Harry Potter la coupe de feu a d'autres gros problèmes, j'y reviendrai au moment venu. Bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, pour moi, ça, rien que ce souci-là, ce souci de faire un film complet qui peut se suivre de A à Z, sans avoir à voir d'autres films avant ou après, sans même connaître l'histoire d'Harry Potter, c'est une grande force. Ça rend le film plus immédiat. On n'a pas la sensation de se prendre de la surexplication pour faire de la liaison. Ce qui sera le cas, à mon avis, dans les films de David Yates. Notamment, et ça recommence à être le cas déjà dans Fantastic Beasts 2, donc je pense que Les Crimes de Grindelwald, le dernier qui est sorti, là, au moment où j'enregistre cette critique, où on a vraiment de nouveau cette importance de l'explication du contexte, qui devient de la surexplication, parce que ça devient de l'anti-cinéma, presque. Il est à la limite, à la frontière. Mais je commence vraiment à me dire que c'est le style de David Yates techniquement, tellement je trouve que ça revient de manière évidente dans son cinéma. Mais j'y reviendrai quand j'aborderai les films de Yates. Mais c'est pour vous donner une comparaison, une opposition claire. Le fait de faire de monter, de penser le film comme ça, ça crée aussi un montage plus naturel. On a notamment le rolling gag du Saul Conyer pour signifier le passage des saisons, qui crée des vraies liaisons émotionnelles. C'est drôle, c'est comique, c'est agressif. À un moment donné, il bute un petit oiseau, donc il y a un petit côté comme ça, de nouveau espiègle, on va dire, de nouveau sale gosse, mais qui correspond au ton du film. Du coup, c'est de la liaison qui est de la bonne liaison, qui est sur le bon ton émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Le film assume, du coup, grâce à la séquence du Saul Conyer, que sur une année scolaire, qu'il se déroule sur une année scolaire, avec un ton adolescent et irrévérencieux, ce ton de la petite adolescence, ce côté petit con, vous voyez, si je dois dire les choses clairement. Il y a un soin dans les transitions qui dénote une vraie conscience que le film est un grand tout, fait de morceaux qui doivent se marier ensemble, naturellement, entre guillemets. Mais du coup, ça nécessite vraiment une conscience de ce qu'on raconte. Quaron raconte donc, comme je disais, la première adolescence. C'est pas sexuel, on n'en est pas encore là, on va y arriver d'ailleurs très vite, en espace d'un an, mais on n'y est pas encore. C'est surtout des jeux d'enfants pour mini-adultes. Il y a une sorte de révolte naturelle contre les adultes, parce qu'on veut quelque part déjà nous changer en petit adulte, alors qu'on veut rester enfant. Et du coup, l'espièglerie est au maximum.
Et c'est ça le ton du film, c'est un film espiègle. Comme je disais, le film commence par Harry qui trompe ses parents adoptifs, et le film se finit par la fameuse phrase « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». C'est un vrai doigt d'honneur de l'adolescence au monde adulte, qui est, de ce point de vue-là, à ce moment-là, oppressif et injuste. La menace de Voldemort dans ce film-là est en pause, typiquement, j'insiste. L'injustice fait à l'oncle d'Harry et aux parents d'Harry, c'est le seul rapport que Harry a avec la société des magiciens dans celui-là, Voldemort n'étant plus là. Donc la fin est une manière adolescente, donc irresponsable, mais fraîche et enthousiasmante, de dire merde à ce monde adulte. Ok, il a des bons rapports avec Rémus Lupin qui vient modérer ça, et Dumbledore, mais dans celui-là, on comprend bien que, un peu moins Dumbledore, mais du coup, Dumbledore, comme par hasard, est un peu plus en retrait dans ce film-là. Rémus Lupin, c'est un marginal, un outcast. Et en ce sens, le personnage de Lupin, marginal parce que différent, à la frontière du monde adulte, est un excellent pivot pour Harry, qui est vraiment dans cette phase expiègle de sa vie. Là où on sent vraiment que pour supporter son côté rejeté par le monde, le personnage de Lupin a dû quelque part faire sienne, dans sa nature de personne, d'adulte, à garder cette petite nature adolescente, cette petite nature qui joue avec les adultes, qui se prennent trop au sérieux. On l'a notamment dans la séquence où ils sont tous dans le couloir la nuit, là, et t'as Harry qui utilise la fameuse carte pour retrouver Peter Pettigrew. Il se fait attraper par Rogue et il se fait défendre de manière très maligne par Lupin. On sent bien que Rogue se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il peut pas le prouver parce que Lupin utilise parfaitement les codes de la vie d'adulte pour le mettre face à ses responsabilités de prof, et du coup il peut rien faire. David Thewlis d'ailleurs l'interprète vraiment très bien, c'est une interprétation impeccable, même s'il dit lui-même que pendant le tournage, Alfonso Cuarón lui disait que le personnage était gay, et du coup il essayait plus ou moins d'être dans une attitude un peu gay, ce que je trouve stupide. Moi perso je l'ai pas senti, et que du coup le personnage aurait deux phases dans le film, perso je l'ai pas vraiment remarqué. Mais voilà, tant mieux. Hein. Du coup il y aurait eu une... Dans la tête de David Thewlis, Rémus, Lupin et Sirius Black étaient ensemble. Moi, perso, ça m'a pas sauté aux yeux, mais d'accord. Ils se font des câlins parce qu'ils se retrouvent et que c'est des grands potes. En tout cas, moi, ça m'a pas dérangé. Et du coup, donc, comme je disais, David Thewlis, c'est excellent, il est charmant, c'est le grand pote d'Harry, c'est même plus qu'un pote, c'est une sorte de père de substitution, plus que Sirius, d'ailleurs, au final, dans le film. Et d'ailleurs, le film l'assume complètement, hein, puisque le film aurait pu se conclure clairement sur le départ du personnage de Lupin, à qui l'on donne beaucoup de style et de classe, on le voit ranger notamment ses affaires avec la baguette au loin, sa valise qui est prête en 2 secondes, on sent vraiment que c'est un mec qui a l'habitude d'être, qui est un outcast, qui a l'habitude d'être rejeté, de devoir s'en aller vite, de devoir fuir les gens même, mais qu'il le fait malgré tout avec beaucoup d'élégance comme ça, une sorte de flegme anglais que j'aime beaucoup. Et qui rend le personnage vraiment attachant, et on comprend tout de suite pourquoi Harry s'attache à lui, parce qu'il est typiquement dans la phase de l'adolescence où il a besoin d'une figure comme ça, de quelqu'un qui lui dit qu'il peut être marginal, mais qu'il a le droit d'être là, et qu'à un moment donné, il faut dire merde aux gens et les feinter si les adultes essaient de nous bloquer dans un monde trop rigide et froid. D'ailleurs, sur le plan de sortie de Rémus Lupin, il y a une petite finesse de montage, puisque on le voit aller dans la salle. Il quitte la salle de cours, évidemment, ce qui est une très très belle idée de fin de film, puisqu'on comprend qu'Harry perd quelque part le seul prof avec qui il va être vraiment proche de toute la série, et que lui, le voir partir, c'est vraiment la fin des études d'Harry, en quelque sorte. Je reviendrai là-dessus après. Puisque Harry, finalement, se rapproche de Rogue après la mort de Rogue, ce qui est pour le coup hyper intéressant aussi en termes d'écriture, mais je reviendrai là-dessus puisque c'est probablement un des meilleurs tournants scénaristiques de la série. Donc on a ce plan où Rémus va sortir de la classe, qui, si le plan se finit après qu'il soit sorti de la classe, générique de fin, parce que c'est un plan qui fait fin, c'est un plan qui dit il n'y a pas d'autre chose après, c'est la fin, Harry est triste, son prof avec qui il s'entend très bien s'en va, mais il le faut, et ces classes ils sont proches, et ça se finit comme ça. Mais justement, la finesse de montage, telle que c'est dans le film, c'est le plan se coupe avant que Rémus sorte de la salle, parce qu'il y a encore une séquence, et que c'est pas la conclusion. Et là on arrive dans l'entrée du grand hall, là où ils font les repas et tout ça, de Poudlard, et on a la fameuse séquence avec le ballet que Sirius Black a fait envoyer à Harry. Donc c'est une finesse de montage, mais j'aime beaucoup, ça montre bien à quel point à un moment donné le travail a été bien fait, la conscience de ce qui devait être, comment les choses devaient être montées a été bien taffée.
Mais en l'occurrence, j'aime bien l'idée aussi qu'on finisse sur le cardo de Sirius Black, parce que c'est plus fort en termes de doigt d'honneur que de finir sur le côté un peu triste, mon meilleur pote s'en va. On le voit partir faire le fou avec le balai. C'est la dernière fois qu'on verra Harry vraiment se lâcher complètement, être un vrai ado. Dans les films suivants, il va commencer à avoir les complexes de la sexualité et on va dire de l'adolescence moyenne, et du coup ça va être... il sera forcément moins aigu. Ce qui est dommage, hein, mais qui est compréhensible dans l'évolution du personnage et qui est bien vu. Et c'est bien vu de la part de Quaron aussi d'insister du coup là-dessus et de donner au film une sorte de conclusion, un plan comme ça, très fort, très marquant, ce que très peu des films Harry Potter ont. C'est terrible à dire, mais j'y reviendrai sur les films suivants. D'ailleurs, je n'ai pas lu les livres, mais je suis quasiment certain que les films se finissent pas comme ça. Mais finir le film comme ça fait un film. C'est là où c'est à ce genre de détail tout bête qu'on fait un film ou pas. Donc on fait un épisode, et c'est pas la même chose. Je reviens sur le fait que c'est le premier épisode notamment des Harry Potter où on voit l'entraînement. Le Lumos au début, l'entraînement avec le Lupin, qui est important, hein, puisque ça donne de l'importance au Patronus évidemment, et au sens qu'aura le Patronus dans les films suivants aussi, donc c'était très important d'insister là-dessus. Et les entraînements, ça donne de la chair au film, parce que c'est quand même des films sur de l'éducation, les Harry Potter. C'est des gens qui vont apprendre dans une école. Il y a quelque chose comme ça du processus d'assimilation qui doit prendre forme visuellement pour que ça marche. Et ça, c'est encore une fois une sensibilité que Quaron a eu juste, mais au-delà de l'adaptation d'écriture. Il a bien montré, il montre plusieurs fois que Harry s'entraîne au Patronus et que c'est un sort difficile à faire, mais qu'en même temps, c'est parce qu'il l'a travaillé qu'à la fin, il peut le débloquer complètement et que ça lui demande de franchir un cap émotionnel, puisque c'est un sortilège qui demande de se souvenir d'un bon souvenir et donc d'être capable quelque part de sélectionner un souvenir, ce qui est très difficile. Pour la petite parenthèse, dans le yoga ou le tantrisme, on propose ce genre de méthode, notamment pour se remettre d'aplomb, se déprimer, s'empêcher de déprimer ou s'aider à sortir d'une déprime, ce genre de choses. On se focalise, on se concentre sur un très bon sentiment, un très bon souvenir. Un exemple parmi d'autres, c'est le souvenir du premier baiser, qui est très efficace pour quand on se souvient du premier baiser. Moi, quand je me souviens du premier baiser avec ma femme, ça me fait un bien fou. C'est un truc qui me provoque beaucoup d'ondes positives et de sensations positives physiques. C'est dans le tantrisme ou dans le yoga ou autre, on vous apprend à calmer votre corps pour laisser la place à ce genre d'émotion. Donc grosso modo, ce qu'on demande à Harry de faire, grosso modo dans Prisonnier d'Azkaban avec le Patronus, c'est de réussir à faire ça, de savoir convoquer assez fortement, de savoir libérer son esprit assez pour convoquer un sentiment beau et savoir du coup lui donner l'énergie, la sensation de ce sentiment visiblement est très forte pour donner de la puissance nécessaire au sortilège. Et c'est très bien vu parce que c'est tout à fait compréhensible, et c'est important d'insister là-dessus en termes visuels, en termes de réalisation. Donc on y revient 3 fois dans le film. Un peu au début, un peu au milieu avec l'entraînement, et dans la toute phase de conclusion. En plus, ça rend ça fait vraiment comprendre l'évolution de la force de Harry, et ça la rend vraisemblable, même avec finalement, je dis que ça revient 3 fois, mais c'est des scènes courtes, hein, mais ça revient, quoi. Sans compter que, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le sortilège du Patronus est le sortilège du film, puisque c'est la lumière contre l'obscurité, le bon souvenir face au cauchemar, l'amour face à la peur, ainsi de suite. Enfin voilà, quoi. On a inséré les clichés aléatoires, je caricature, mais c'est évidemment très intelligent en termes de sens d'insister sur ce sortilège-là. Autre élément très fort dans la mise en scène de Quaron, et qui rejoint, comme je disais, le choix du Patronus notamment, qui est un excellent choix de séquence et de sens. Un autre élément de transition qui est très bien joué dans le film, c'est la fermeture et l'ouverture d'optique sur des points précis qui est utilisé plusieurs fois. On a notamment Harry qui chute à un moment donné dans la chute de Quidditch, et on voit l'écran passer au noir, mais tout doucement, en faisant un cercle qui se ferme progressivement sur Harry qui tombe. On en a aussi un après le titre, et il y en a à plusieurs endroits dans le film, je me souviens plus exactement des endroits. C'est un choix pas anodin du tout, parce que c'est un autre élément de liaison. C'est un élément de liaison différent, c'est pas seulement du cut, il y a aussi ça. C'est une manière forte de finir ou de commencer de nouveaux moments de la narration, notamment le passage de la saison avec l'oisillon tué par le solcogneur, ou la chute au Quidditch pour insister sur l'importance du balai détruit de Harry qui sera cassé, donc son balai qui est détruit dans sa chute, et qui prépare du coup le cadeau qui arrive à la fin.
Donc finir sur la fermeture comme ça de l'optique, ça permet de donner l'importance nécessaire à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Globalement, dans le film d'ailleurs, il y a un soin des transitions. Je vais donner un exemple. Harry demande pourquoi il courrait voir un mec qui veut le tuer, puisque Monsieur Weasley évoque le fait que lui prévient Harry qu'il ne doit pas chercher à voir Sirius Black. Et là, on a une coupe, et on passe sur une souris, une tête de souris. Donc en fait, en plus, la souris, c'est Croutard. Donc en fait, le vrai assassin qui veut tuer Harry et qui a trahi les parents d'Harry. Donc en termes de sens, déjà, c'est bien vu. Mais en plus, on passe de la tête d'Harry à la souris, qui par définition, la souris, c'est la proie. C'est celle qui est poursuivie par le chat. Donc quand il dit « je vais pas aller vers le tueur » et qu'on fait un cut vers la souris, en termes de sens, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le soin des cuts, le soin des transitions d'un moment à un autre du film. Il y a un autre moment où Harry dit qu'il veut se venger, il vient d'apprendre que Sirius Black est ses parents et tout ça. Et là, on a un cut, et on passe à l'automne, avec le Solconner qui lance la neige sur l'objectif, et qui fait une sorte d'effet de flou. C'est-à-dire que on sort de l'hiver, Harry commence à se réchauffer, à être en colère, et boum, la nature se réchauffe, et on sort de l'hiver. Ça a l'air bête, ça a l'air d'être des symboles, mais pas du tout. En termes d'émotion, c'est ça qu'il fallait véhiculer. Et c'est juste. C'est cette importance de faire un chemin émotionnel précis dans le film, et qui passe par des points qu'on comprenne, sans avoir besoin d'y réfléchir. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, un film va glisser, avancer, naturellement, entre guillemets, et amener son spectateur sans que le spectateur ait à se demander pourquoi il est là, à chaque transition, ce qui peut être un choix aussi de mise en scène pour déstabiliser, hein, mais en l'occurrence, globalement, un film en général, il vaut mieux qu'il ait une sorte d'évidence à glisser, et qu'au moment où on le veut déstabiliser, on crée une transition qui déstabilise, mais on le choisit. Ce que j'essaie de dire, c'est que les liaisons entre les séquences donnent une peau au film, mais pas seulement. Ça rend le film plein, ça fait du film un tout. On n'a plus la sensation de voir des séquences mises les unes derrière les autres. On a l'impression de suivre une logique de film et non plus une logique de scénario. Le film est un tout qui a son rythme global. Avec notamment, en parenthèse... en fait, on a le rythme global, avec notamment les ouvertures et fermetures de chapitres, en quelque sorte, pour que le film soit uni, et un ton qui est le film en soi. Et au sein de ce rythme global, on a des variations de rythme, avec les cuts sur les saisons, avec notamment l'image figée de Harry sur la dernière image à la fin, par exemple, pour que le film ait une intensité narrative complexe, et qui soit pas non plus comment dire, que la tension ne s'endorme pas avec une répétition constante du même rythme. Vous voyez ce que je veux dire? On a un rythme global, qui est grosso modo le vocabulaire du film, et dans ce vocabulaire, on a par moments des contre-vocabulaires, des effets de pique, qui vont contredire cette mise en scène, ou la rythmer, ou la contredire, ou l'intensifier, et donc l'intensifier en quelque sorte. Et cette conscience d'avoir un rythme global et de devoir créer dans ce rythme global des contrastes, des effets différents, un peu plus intenses, un peu moins, et ainsi de suite, crée une vraie intensité narrative. Il y a une vraie densité de vocabulaire chez Cuarón qui provoque aussi un plaisir du regard, du coup. Et c'est important pour que le film soit agréable à suivre, mais aussi pour que le film soit marquant. Harry Potter 1, comme je l'avais dit, avait peu de séquences marquantes à comparer. Il avait un rythme global bien foutu, mais il y avait peu de variations de rythme et de vocabulaire, ce qui n'est pas le cas chez Cuarón, qui a l'intelligence justement de créer ces variations de ton et de vocabulaire, notamment avec la dernière partie du film, où on a 40 minutes qui a d'un seul coup un vocabulaire à lui tout seul, dans le film, tout en restant proche de l'intensité du film, notamment parce que le Solconner a un rôle très important. Il n'est pas seulement une liaison, il devient un endroit narratif où les personnages vont se réfugier et régler une vraie situation, la situation du film. Du coup, c'est constamment cette importance des liaisons et de répétition des lieux, et de l'importance de symboles qui en fait sont pas que des symboles, mais des éléments narratifs aussi, vous voyez ce que je veux dire ?
crée aussi plusieurs valeurs aux mêmes éléments, c'est la même chose, ça fait aussi partie des variations du film. On voit un objet d'une certaine manière pendant une partie du film, on se dit ah ok c'est une liaison, c'est rigolo, le Soul Conner il est vivant, blablabla, et à la fin on se rend compte que non, il est dangereux, il est presque à deux doigts de tuer Harry et Hermione, et en plus il y a toute une partie de l'histoire qui se règle à l'intérieur de lui, c'est le lieu où va se régler la question de savoir qui est Sirius Black. Et cette science comme ça du rythme fait vraiment de Harry Potter un film à part entière par rapport aux autres Harry Potter. Il a un rythme global, mais il a aussi en son sein un vocabulaire plus riche, une plus grande prise de risque dans ses liaisons. La fermeture et l'ouverture d'optique, c'est toujours très délicat à mettre parce que c'est très fort visuellement. Et en plus, il sait insister sur les symboles aux bons endroits pour créer cette variation, cette redécouverte constante de l'histoire qui fait qu'un scénario est agréable à suivre. Puisqu'un bon scénario, c'est une base d'introduction qu'on redécouvre sans arrêt, en fait. Mais j'y reviendrai à l'occasion sur un autre film, c'est peut-être pas le meilleur exemple, ni Alfonso Cuarón parce qu'il insiste peu sur les scénarios, finalement, ni Harry Potter 3. Je reviendrai probablement sur cette question sur un film de Christopher Nolan à l'occasion. Si ça vous intéresse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'un scénario reviendrait sans arrêt en boucle sur son introduction, je vous conseille de regarder Batman The Dark Knight qui est très intéressante à cet endroit-là. Bref, je reviendrai là-dessus, à l'occasion. Cuarón est le premier réalisateur à proposer une unité, notamment d'espace, du château pour les Harry Potter. Il demande grosso modo qu'il y ait une cohérence architecturale et qu'on sache grosso modo où se trouvent les pièces les unes par rapport aux autres. Ce qui lui donne du coup la possibilité de passer en un plan de décor à d'autres décors, de rendre vraisemblable du coup l'univers et de dynamiser la narration, puisque jusqu'à présent c'était des décors liés les uns aux autres, on arrivait à imaginer un peu ce qu'était Poudlard et c'était plutôt réussi, l'illusion fonctionnait plutôt bien chez Chris Columbus, mais clairement Cuarón a lui voulu donner une certaine forme de vraisemblance, donner l'impression qu'on faisait face vraiment à des gens dans un espace réel, et pour ça il a simplement créé une architecture, mis la cabane d'Hagrid à un endroit précis, le Soul Conner à un autre endroit à une distance jugée intéressante pour la narration de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et ainsi de suite. Il en va de même pour tous les autres éléments. C'est une structure d'ailleurs de Poudlard qui va beaucoup aider les films suivants. Ça va beaucoup aider à rendre tous les films suivants beaucoup plus concrets et vraisemblables, même quand ils vont se permettre d'être très cotonneux, un peu à la manière de ce que va proposer Harry Potter 4, mais j'y reviendrai. C'est-à-dire la coupe de feu. La costumière Janie Temim va proposer une relecture plus sobre et vraisemblable des costumes, donc il y a tout un design des costumes qui est complètement repensé, et notamment l'abandon total des petits chapeaux qu'ils avaient dans le premier à pointe, donc de l'esthétique grosso modo des pochettes de livres de Rowling, et cette esthétique des costumes restera jusqu'à la fin de la série d'ailleurs je crois que Janie Temim va faire les costumes des Harry Potter jusqu'à la fin si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, Cuarón proposera au casting des acteurs et des figurants de porter les uniformes un peu plus librement, donc d'être des adolescents, donc ils sont un peu débraillés, certains ont la cravate ouverte et ainsi de suite. Ce qui se transforme le casting, je trouve, en vrai préadolescent. Une idée simple, mais très efficace, qui donne beaucoup de ressemblance et permet aux acteurs d'être leur personnage. Et ça se sent à l'image, on sent que les acteurs prennent du plaisir du coup, notamment les figurants, pas seulement les acteurs principaux, à être leur personnage. Dans des détails, notamment les frères de Ron, Fred et George, qui commencent vraiment à se lâcher sur leur interprétation et sur leur manière d'apparaître à l'écran, mais d'autres aussi, qui sont beaucoup plus secondaires pour l'instant, que ce soit Ginny, la petite sœur de Ron, qui va devenir la copine de Harry, et ainsi de suite. On a aussi dans les outils, dans les détails du film, la fameuse carte de Poudlard, la fameuse carte où les intentions doivent être mauvaises pour qu'elles soient activées, qui est un outil particulièrement visuel, qui est vraiment le cœur du film parce qu'il est conçu par malveillance mais de manière espiègle. D'ailleurs Lupin évidemment la connaissait pour encore augmenter son rapprochement avec le Harry de cet épisode. Très bel élément, notamment la séquence où Harry essaie de retrouver Peter Pettigrew, qui reste une très bonne séquence, carte qui sera utilisée dans les films suivants qui plus est, donc il était important qu'elle marque les esprits. Mais comme la série se passe essentiellement à Poudlard, il était évident qu'on allait de nouveau avoir qu'une carte de Poudlard aussi dynamique allait de nouveau être utilisée à un moment donné. Mais elle est vraiment présente dans la narration, dans le cœur du sens de la narration que dans celui-là, puisqu'elle est dans le thème du montré caché, comme je disais, de la lumière et de l'obscurité, etc. Et comme par hasard, quand Harry part à la recherche de Peter Pettigrew, on est en pleine nuit, il se balade avec
avec sa baguette, avec la lumière évidemment sur sa baguette. D'ailleurs, petite parenthèse, quand je parlais de baroque avant, à un moment donné, on a Harry et Rogue qui se font face dans l'obscurité. On a vraiment un halo noir autour d'eux, ils sont éliminés par leurs deux baguettes qui font de la lumière. Là, on a vraiment une référence en termes de peinture à un peintre français qui s'appelait Delatour, que je vous conseille de voir, où souvent, chez lui, on avait des clairs-obscurs extrêmement forts, des gens qui tenaient une bougie et ils avaient la main devant la bougie. Ce qui fait qu'on voyait essentiellement la main autour de la bougie, la main sur la lumière sur les visages, tout était très très contrasté comme ça. C'est vraiment flagrant que là, il fait vraiment référence à du travail baroque de Delatour. Très beau plan, hein, d'ailleurs, là, pour le coup, vraiment magnifique. Avec l'arrivée de Lupin qui déséquilibre le cadre et tout. Superbe travail de mise en scène, d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour finir sur la carte, on a le générique qui est sur la carte, on voit les traces de pas, là, comme ça, on voit les différents noms des réalisateurs, de l'équipe et tout. Qui passe. Excellente idée, hein, puisque l'histoire du film est un jeu de cache-cache sur le passé, puisque l'enquête du film tourne autour de ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le préciser dans les précédents, mais bon, tant pis. Les Harry Potter sont d'abord et avant tout des films d'enquête. Alors, dans Poudlard, mais c'est des films d'enquête. C'est des films qui ont des révélations. Il y a souvent qui est le criminel, qui cache qui. Et là, en l'occurrence, la carte et l'utilisation de la carte dans le générique, je trouve, c'est le meilleur générique de la série, parce qu'il renvoie vraiment Harry Potter à cette notion de recherche et d'enquête. Ce sont des films d'enquête. Des gens qui essaient de trouver des indices et des éléments pour changer les choses, certes, pour passer dans le film d'aventure ensuite, mais grosso modo, le cœur des films, c'est souvent ça, et il y a souvent, à la fin des Harry Potter, des révélations très fortes. À la fin d'Harry Potter 3, on apprend que Croutard était en fait Peter Pettigrew qui a traqué ses parents, que Sirius Black n'était pas un assassin, et ainsi de suite. Et je vais pas spoiler tout, mais je le ferai si j'ai envie, d'ailleurs, je vous ai prévenu, c'est tant pis. Mais tout ça pour dire, voilà, ce sont des films d'enquête, et le travail sur notamment les révélations à chaque fois en fin d'épisode joue énormément là-dessus. Je voudrais aborder un petit peu maintenant rapidement la fin, les 40 minutes avec les deux conclusions. Deux fois la même conclusion, 40 minutes de film. Non, je déconne, la même séquence, les mêmes des événements qui sont revus de deux points de vue différents. Qui est un petit tour de force de dynamisme, parce que paradoxalement, aux deux premiers et aux suivants, il n'y a pas Voldemort, hein, donc c'est plus dur de mettre en tension le film. Et là, en l'occurrence, c'est très bien réussi ici, parce que on a un premier point de vue sur tout ce qui passe, qui nous apprend un peu ce qui se passe, qui est une révélation de ce qui se produit. Alors que le second point de vue est une course contre la montre et change évidemment le point de vue de ce qui t'a vu, qui est donc une révélation sur ce qui se passe réellement. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, pendant toute la deuxième fois où Harry et Hermione reviennent dans le temps, on a ce fameux son de tic-tac pendant toute la séquence qui est très, très efficace, qui rythme beaucoup aussi. Ça a l'air tout bête, mais cette séquence de 40 minutes singularise beaucoup la conclusion du film. Elle emballe la narration beaucoup, et les enjeux dans des lignes droites narratives, avec des enjeux et des points de vue divergents et enrichissants. Dumbledore qui fait diversion, ce qu'on comprend pas forcément au début. D'abord, on comprend pas pourquoi il fait diversion, il faut que la deuxième lecture de l'événement arrive. Le bourreau qui exécute une citrouille, évidemment, qui au départ on pense qu'il a exécuté le griffon, et ainsi de suite. C'est absolument génial, parce que ça transforme vraiment les révélations d'enquête des livres de J.K. Rowling en enjeux de cinéma. Et ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment juste par le jeu du cachet montré, puisque là, on a vraiment... dans une première fois, on a le bourreau qui exécute le griffon hors champ, alors qu'en fait, il exécute rien du tout, il coupe juste une citrouille, et dans l'autre séquence, on le découvre. Vous voyez ce que je veux dire ? On crée des ascenseurs émotionnels, et on donne à la même séquence un autre point de vue, et donc une autre valeur. On est vraiment sur du jeu de cache-cache et de révélation tout à fait digne d'une série policière. Voilà, je suis malheureusement dithyrambique, j'essaie d'être précis, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu dithyrambique sur Harry Potter, que je trouve être globalement le seul film de la série, mais je reviendrai plus précisément là-dessus dans les suites, parce qu'il y a évidemment des défauts et des qualités. J'ai plus de mal à trouver des défauts, hein, moi je trouve, dans ce Harry Potter 3, mais si je devais en trouver, je dirais qu'il y a peut-être une trop grande différence entre ce Harry Potter et les précédents, et les suivants d'ailleurs. Le principe de l'ouverture-fermeture est quand même un effet de style très très fort qu'aucun des films suivants va utiliser. Si je dis pas de bêtises, je m'en souviens pas du tout. C'est presque un effet trop fort dans le vocabulaire d'une série, plutôt académique en l'occurrence. Et du coup, ça reviendra jamais, ce qui à mon avis
un aveu que, quelque part, la production adhérait pas à ce choix stylistique. Et Rowling, peut-être aussi. Du coup, ça fait un film un peu ovni, parce qu'il est pensé comme un tout dans une série, dans une série de films qui se pensent comme des épisodes. Pour moi, c'est une qualité, avec un grand S, parce que ça fait plein de qualités pour ce film, le film que ce soit un film qu'on peut regarder tout seul, mais peut-être que pour d'autres c'est vu comme un défaut, et je peux pas nier que je comprends que ça puisse être vu comme ça, parce que le film est très singulier par rapport aux autres, vraiment, hein. Il détonne ce Harry Potter là. Les gens s'en souviennent plus d'ailleurs, paradoxalement, souvent que les autres films. Mais pour eux, pour certains, ce sera comme moi, parce que c'est des films, c'est une qualité de singularité. Pour d'autres, c'est un peu une rupture, presque une rupture de ton. Et du coup, c'est mal reçu. Ce que je peux comprendre. Mais l'adolescence telle qu'elle est vendue dans ce film-là, pour moi, demandait cette rupture de ton, quelque part. L'autre gros défaut que je verrais aussi, c'est le design du loup-garou, que je trouve étrange. Grosso modo, je trouve que c'est une souris géante sans poils. Je sais pas. Le loup-garou, c'est une créature de colère aveugle, puisque visiblement Lupin ne comprend plus ce qu'il fait. Le design classique aurait tout à fait suffi. Vous voyez ce que je veux dire? Le canidé un peu debout à la manière des films Underworld. Vous voyez? La série de films Underworld de Len Wiseman, qu'il a produit et réalisé là. Ça m'aurait paru plus adapté. Je sais pas, du coup c'est un design que je trouve assez décevant, parce que le film joue plus sur le suspense de l'apparence du loup que sur le mystère de savoir si Lupin est un loup, parce que voilà, Lupin, enfin, voilà, il y a aucun doute, il a des traces de griffes très vite sur la tronche, on comprend que c'est un loup-garou. Je sais pas, peut-être qu'à l'époque c'était trop difficile en termes d'effets spéciaux, j'en sais rien. Harry Potter 3 est sorti en juin 2004, Underworld 1 en 2003, et on avait des loups-garous, des transformations, des machins déjà très avancés. Pas forcément génial hein, en termes d'effets spéciaux, mais ça tenait la route. On est d'accord, Underworld n'est pas une référence dans le genre, mais ce que je veux dire, c'est que les moyens, il y avait moyen de faire différemment. On pouvait faire mieux, quoi. Alors je sais pas si c'est un choix du livre, donc de Rowling ou de Quaron. En tout cas, c'est un résultat qui est peu convaincant, qui est intéressant quelque part, même si je trouve étrange et surprenant de prime abord. Enfin, perso, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que le loup-garou, s'il avait été terrifiant, agressif, vous voyez, avec les dents, là, ce loup-garou qu'on connaît bien, là, qui est bien agressif, qui est bien bestial, animal, comme je disais, ce gros chien, là, bah, ça aurait peut-être été un vrai pic dans le film. Alors que là, je trouve que quand le loup-garou arrive, on est un petit peu bon. Pourquoi il a cette tronche, le loup-garou? Enfin, on reste un peu circonspect, quoi. Voilà, et je trouve que c'est un vrai défaut. Un autre défaut, tiens, qui me vient à l'esprit, c'est je trouve que Quaron n'est pas à l'aise avec la comédie. Ou plutôt, il n'est pas à l'aise avec le fait de faire rire. C'est notamment assez flagrant avec les scènes où les ados font les cons un peu ensemble, notamment le moment où ils utilisent les bonbons pour se donner des voix d'animaux. Bah... comment dire ça? De mon point de vue, c'est un moment qui aurait dû faire rire. Or là, c'est juste illustratif, ça fait à peine, ça fait même pas sourire, quoi. On se dit juste, ok, d'accord, ils font les cons dans leur chambre, et puis on passe par la fenêtre, et on voit qu'il y a les détraqueurs qui sont là. Le passage avec les épouvantards aussi, vous voyez, ça fait sourire, mais ça fait pas rire. Les têtes les réductions de tête dans le bus, ça fait sourire, mais ça fait pas rire. Vous voyez où je veux en venir? On n'est pas... on franchit pas vraiment le stade du rire. Or, faire rire, ça aurait fait gagner au film encore en densité, et ça aurait peut-être un peu amoindri le contraste par rapport au 1 et au 2, qui étaient des films quelque part d'enfance et d'émerveillement, en quelque part. Émerveillement qui clairement quitte l'univers d'Harry Potter avec le prisonnier d'Azkaban en devenant, par définition, plus vraisemblable. Hein. Ça, c'est le mauvais côté de rendre l'histoire beaucoup plus vraisemblable, le contexte, l'architecture et tout et tout. Travail clairement assumé par Quaron, mais qui fait encore une fois une grosse rupture de ton par rapport au film précédent. Mais pour finir sur la question de la comédie chez Quaron, clairement, bon, c'est pas un cinéaste qui s'est fait rire, quoi. C'est pas le point fort de sa filmographie, basta. Du coup, voilà, faut pas trop s'attendre à ça, mais je trouve que c'est dommage dans ce Harry Potter-là, ça manque. Du coup, je conclurai en disant simplement que c'est le seul Harry Potter qui est un vrai film dans la saga. Il peut se voir sans avoir vu les autres films, avant et après, et ça c'est cool.
Et je trouve que ça donne, de mon point de vue aussi, envie de voir les suites, parce qu'il est tendu, parce qu'il est complet, parce que il arrive même à être intense par moments, ce qui est plutôt rare dans la série des Harry Potter, mais j'y reviendrai. En l'occurrence, et c'est un film qui s'emballe bien et qui le fait en plus en la présence de Voldemort, ce qui est plutôt costaud, et qui a en plus toutes ses qualités filmiques. C'est un film qui est beau, c'est un film ça a l'air con comme qualité, mais pas du tout. Je trouve que c'est un des derniers Harry Potter où vraiment on va trouver le juste équilibre, je trouve, entre une mise en scène forte et des images fortes. Grande qualité hein, que ce Harry Potter 3, et je dirais même que à comparer, il a ce ton et ce côté marquant que peu de films de la série vont avoir, je pense. C'est un film aussi qui permet de se rendre compte du potentiel vraiment des livres Harry Potter. Surtout quand on sait faire d'un livre un film. Un vrai film, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça c'est une force, parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu cette comme je le disais déjà avant, mais j'insiste dans ma conclusion, parce que je trouve que c'est une vraie qualité de ce Harry Potter, ce qui fait qu'il le singularise, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens le rejettent, c'est ce que je comprends tout à fait, mais d'abord c'est un film avant d'être une suite dans une série. Le fait d'être une suite dans une série de films est secondaire, clairement secondaire. Et c'est une grosse qualité de ce film. Parce qu'au final, dans les films suivants, on va vraiment avoir la sensation de suivre des épisodes de plus en plus, et je pense que ça va pas faire du bien à cette série d'une certaine manière, même si ça va avoir de très bons effets sur plein d'autres points. Mais je vous expliquerai en quoi et comment dans la suite de la saga Harry Potter, puisque je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'est vraiment cool, j'espère que cette rétrospective vous plaît. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Profitez-en bien avec vos amis, vos familles, les gens que vous aimez. Ou tout seul, tranquille, faites-vous plaisir en vous faisant un beau cadeau. Il n'y a pas d'exclusion ici. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'est cool de voir que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me donner votre avis, à revenir éventuellement sur des choses que j'aurais dites qui auraient été des bêtises. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de la série à voir, et on continuera notre récapitulatif des Harry Potter. Merci encore beaucoup les amis de votre écoute, et on se retrouve bientôt. Ciao, joyeux Noël.